Bonjour et bienvenue à Back to Pot. Alors moi c'est TK, l'américain de notre petit groupe. Je suis très content d'avoir Charlie avec nous. Salut Charlie. Salut mon ticket. Et je suis aussi très content d'avoir une autre personne, peut-être vous connaissez parce qu'elle était déjà venue sur notre podcast, Alban Burrell. Bonjour Alban. Hello TK, salut Charlie, ravi de vous retrouver. Pareil. Donc content de te retrouver avec nous aujourd'hui Alban. Donc on a plein de choses sur cet épisode. Donc cet épisode de bonus sur le rugby féminin en France. Donc on n'est pas juste trois amis réunis par le rugby, mais on a aussi tous les trois joué. Donc moi j'ai joué au foot américain et après j'ai joué avec Charlie, dont le folklore. Charlie qui a ensuite fait d'autres choses. Ouais, moi le folklore était une bonne porte d'entrée, mais je suis parti à Garches où j'ai bien rigolé, et puis j'ai fini et je continue au Massif Central, où je suis bien aussi. Et Alban, parle-nous un petit peu de ton parcours de rugby, comment est-ce que tu es arrivé à ce sport? Alors effectivement, moi c'est un petit peu différent, même s'il y a des similarités avec vos parcours à vous. J'ai commencé le rugby aussi un peu par hasard et en école de commerce, enfin, en universitaire. C'est cette voie-là qui m'a amenée à jouer en club aujourd'hui, un peu comme toi Charlie, mais avant le rugby, je faisais de la gymnastique. J'ai fait 12 ans de gymnastique rythmique. J'étais à fond dans les compètes, les paillettes, les justes corps, etc. Et en école de commerce, en fait, j'ai une amie qui m'a invitée à essayer le rugby. Je lui ai dit que j'adorais ça, mais que jamais j'en ferais. Je connaissais pas le rugby féminin à l'époque. Et puis en fait, je me suis prise au jeu et j'ai vraiment bien aimé le sport. Comme tu disais, Ticket, le fait d'avoir beaucoup de ballons, d'aller au contact, etc. Finalement, c'est quelque chose qui m'a plu. Et puis en fait, j'ai quand même eu une influence familiale assez importante parce que j'ai une grande famille de rugbyman. Mon père a fait du rugby, mes oncles aussi, mes cousins, mes frères aussi. Donc l'influence, quelque part, elle est venue de là, je pense. Et puis voilà, mon père a jamais trop essayé de me dissuader de faire du rugby, même si je pense qu'au final, il n'était pas hyper content que j'en fasse. Ma mère, pareil, qui est passée des paillettes à me faire des tresses sur la tête, à soigner mes bobos. Donc voilà, je suis venue au rugby comme ça, j'ai commencé en école et puis au fur et à mesure, après une fois l'école terminée, j'ai continué en club et j'ai fait 2 ans au RCP 15, qui est un club sur Paris. Et puis à un retour de blessure, j'ai rejoint le Stade français, les Pink Rockets du Stade français, qui évolue aujourd'hui en élite 1 et en fédéral 1. Et qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui tes parents par rapport au rugby? Mes parents sont très contents finalement de me voir jouer au rugby. Ils viennent généralement tous les dimanches quand j'ai match sur Paris me voir jouer, donc ça c'est hyper agréable de se sentir soutenu comme ça. Ouais. Mais voilà, je pense que mon frère ne jouant plus aussi, je pense que du coup ils avaient pris l'habitude des sorties du dimanche. Et du coup, quand il faut aller se peler les fesses dans le froid hivernal, ils sont ravis de le faire. C'est gentil. Donc on dit merci à tous les parents qui viennent voir leur garçon et leur fille sur les bords des terrains. C'est ça. Moi, perso, en fait, le rugby aux États-Unis, pas du tout connu. C'est grâce à ma femme que j'ai découvert le rugby, en fait. Elle est grand fan des All Blacks et bien sûr l'équipe de France. Et que je regardais à la télé, je dis mais qu'est-ce que c'est ce sport? Et en fait, c'est là où j'avais rencontré Théo, qui m'a expliqué un peu les règles et je trouvais ce sport vraiment, vraiment magnifique. Mais en même temps, j'étais super content de retrouver le foot américain en France. Je trouvais ça génial. C'était un sport, moi j'avais 26-27 ans quand j'avais commencé à jouer le foot américain. Et aux États-Unis, en fait, on arrête à 18 ans, sauf si on est vraiment le meilleur de meilleurs. Et je trouve qu'en France, on a la chance de faire un sport, même très tard dans la vie. On peut faire un sport de contact, quand même un sport physique comme le rugby. On peut continuer de le faire tard dans notre carrière. Charlie, toi, est-ce que le rugby, c'est un truc familial? Pas le moins du monde. Non. Moi, peut-être que ça s'est senti dans mes propos ou dans ma façon d'aborder le rugby, mais moi, le rugby, ça a été d'abord pour l'autour du rugby. Les copains, la confrérie, les copés, le rugby, la bière, tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire Je parle de bière exactement. Non, mais voilà, le fait de faire un sport de contact ensemble, le fait de mettre son intégrité physique en jeu à plusieurs, ça crée quand même des liens assez particuliers. Et c'est vrai que il y a une fraternité, quoi. C'est une bande de potes quand tu retrouves je suppose que dans tous les sports collectifs, il y a un peu de ça, mais moi, c'est ce qui m'a plu dans le rugby parce que tu peux à la fois, disons que à 20 ans, j'étais un peu bagarreur et j'aimais bien l'alcool et le rugby m'a trouvé et c'est 2 valeurs qui marchaient très bien. Voilà. C'est pas les seules valeurs de le rugby quand même. Non, bien sûr que non, mais voilà, mais moi je représente celle-là. Voilà, les valeurs du rugby ont plein de facettes et vous en avez présenté certaines.
Voilà celles qui m'y ont attiré en tout cas. Après, bien sûr, il y a du sport et de la compétition et tout ça qu'il y a derrière. Je dis pas, mais ce qui m'a fait accrocher au début, c'est ça. Je te rejoins un peu là-dessus, Charlie, parce que moi, c'est aussi ça qui m'a fait rester au rugby, c'est que clairement, en école, j'y ai trouvé mes meilleures Ah ouais, copines, et je faisais du hand en parallèle, en fait, et il y a un moment, il a fallu faire un choix, parce que en termes de temps. d'horaire d'entraînement, les matchs le jeudi après-midi, bref, c'était pas forcément compatible, et je sais que c'est le bon esprit et la convivialité du rugby qui m'y ont fait rester. Donc ouais, je te rejoins entièrement là-dessus sur c'est aussi l'importance qu'on a quand on commence un sport, c'est s'y sentir bien, et je pense que ce soit l'alcool ou les potes, on s'y est Non, bien ouais, bien trouvé. sûr, oui, l'alcool c'est de la vanne, mais on parle évidemment de convivialité, Ouais. quoi. C'est sûr, parce qu'aux États-Unis, par exemple, j'ai joué au baseball et franchement, il n'y a pas de sport le plus chiant que. Pas chiant, mais Chiant, ouais, c'est ennuyant. sûr. Il n'y a pas de sport plus ennuyant Mais si, que le baseball. il y a, il y a un épisode des Simpsons comme ça où ils ont plus le droit de boire de l'alcool dans les stades, et en fait ils vont à un match de baseball et ils se rendent compte qu'en fait c'est Ah non, chiant ouais. quand tu peux pas boire de. Mais en fait c'est chiant comme sport. Oh, Et il y a une émeute en évidemment. fait, l'année entre foot américain et le rugby pour moi, en fait, j'ai joué au baseball en France parce que bon, j'avais démarré, on va dire, le sport comme ça. Et en fait, quand j'ai tourné des bases, après, en fait, tu tapes le ballon et après, il faut que tu cours, hein, tu fais le tour des bases. Et quand je faisais le tour des bases, je voulais plaquer quelqu'un, en fait. Je dis, ah là, il faut que je change de sport quand même. Mais c'est vrai que j'avais fait du baseball, du soccer, du basket et du foot américain avant de trouver le rugby. Et c'est vrai que ce côté valeur et ce côté convivialité, des amis pour toujours, parce que je suis arrivé dans une équipe où je connaissais un gars, et je trouve donc Mm. Ocean Rugby Club, donc merci toujours les gars, ça fait quoi, 5-6 ans je suis parti de Paris, et je trouve qu'on reste en contact, et c'est vraiment, vraiment super. On est là aujourd'hui pour parler de rugby féminin en France, mais tiens, on n'a pas eu l'opportunité de te poser la question, Alban, encore. Qu'est-ce que tu penses que des hommes cette année dans Six Nations? Alors effectivement, je ne suis pas uniquement les filles dans ce tournoi destination. Que va. Le 15 de France masculin nous étonne chaque fois un peu plus. Et j'avoue que je suis assez séduite par le renouveau du 15 de France. Je pense qu'on l'est un petit peu tous, hein, mais on a vraiment... on a retrouvé vraiment cette envie d'y croire et de se dire... Ok, la bonne équipe alignée, on a le bon encadrement et la route jusqu'en 2023, parce que est l'objectif ultime, hein, elle a bien commencé en tout cas. Donc j'espère ne pas attirer le chat noir en disant ça, mais j'y crois vraiment pour la fin du tournoi. J'espère qu'on réussira à aller jusqu'au bout et à décrocher le grand chelem, on va dire. Je suis assez conquise, on va dire, de ce renouveau. On verra ça le 8 mars à 16h. Bon, les gars, vous avez préparé quelque chose sur le rugby féminin, donc j'ai hâte de l'écouter. On y va, les gars? Mais volontiers, bien volontiers. Allez, c'est parti. Allez. Pack de potes, terrain 10. Bah oui, vu qu'aujourd'hui on a un peu plus de temps, vu qu'il y a une trêve dans le tournoi, on a un peu plus de temps pour se débriefer un petit peu ce qui s'est passé jusqu'à maintenant avec cette équipe de France féminine dans le tournoi. Comme on a décrypté au fur et à mesure chacun des matchs, on a un peu l'idée précise de ce qui s'est du déroulé des matchs. Mais est-ce que Alban, il y a une leçon à tirer un peu de ces trois matchs globalement dans l'ensemble? Alors oui, effectivement, je pense qu'il y a quelques enseignements un peu clés, comme on connaît même bien le dire, qui sont à noter de ces trois derniers matchs. Et ce qui est marrant, c'est que sur chaque match, ça a été un... Enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui ressort de chaque match. C'est-à-dire que contre l'Angleterre, on a vu qu'on avait vraiment failli sur le point de l'agressivité et de la défense. Et je pense que Sean Edwards nous Surtout remerciera de refaire un gros point sur ce secteur du jeu qui est évidemment clé. Mais comme les garçons l'ont très bien appliqué pour le crunch, pour le coup, les filles ont vraiment laissé filer leur match sur les 20 premières minutes contre l'Angleterre, et je pense que c'est vraiment à ce niveau-là qu'on a pêché. Ouais, c'était Et surtout la première mi-temps qui avait merdé. Ouais, exactement. Franchement, les 20-30 premières minutes, on peut le dire, à ce niveau-là, c'était un petit peu catastrophique, contre des Anglaises qui en plus étaient très en place et avaient un jeu très maîtrisé. Donc à ce niveau-là, on va dire que ça pardonne pas. Et du coup, elles ont reçu vraiment rebondir sur ce point-là contre l'Italie, donc avec une défense très très en place, pareil contre le Pays de Galles. Oui, parce que pour nos auditeurs, juste de rappel, faut pas comparer aux garçons, hein, vraiment le niveau des équipes. L'Italie, on s'est redressé contre l'Italie, on s'est redressé contre une équipe qui n'était pas gagnée d'avance, qui était quand même une des équipes à craindre de ce tournoi, n'est-ce pas? Ouais, effectivement, il fallait pas tomber dans le piège de l'Italie comme l'année dernière. En fait, l'année dernière,
pour le petit rappel, on avait perdu notre dernier match contre l'Italie, ce qui nous avait valu la 3e place du tournoi, et ce qui était assez déceptif parce qu'en 2018, donc l'année d'avant, on fait le Grand Chelem en battant l'Angleterre. Donc, et clairement, les Françaises n'étaient pas à leur place l'année dernière. Et je pense que cette année, il fallait vraiment pas retomber dans ce piège italien, surtout après un match contre l'Angleterre qu'on a un petit peu laissé filer à mon goût. Donc, je pense que les Françaises ont bien su réagir avec justement une défense très très en place, qui a été la clé un petit peu de cette victoire. Et je pense aussi qu'elles ont su remettre un autre ingrédient important qui est le rythme et la capacité à enchaîner les temps de jeu avec de la maîtrise technique, avec des beaux gestes jusqu'au dernier. Donc, par exemple, contre l'Italie, on a vu des très beaux essais en bout de ligne, notamment de Cyrielle Banet. On a Julia Henry qui concrétise une superbe action des avants. Donc, je pense qu'elles ont su aussi retrouver cet ingrédient-là qui manquait un petit peu contre l'Angleterre. Et puis, cette vitesse d'exécution, on l'a vu contre le Pays de Galles, hein, les 8 essais. Oui, c'est ça, c'est monté en puissance, quoi. Exactement. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'elles ont su concrétiser sur un 3e match. Donc, je pense que c'est vraiment les deux secteurs qui sont. Je pense que tout rugbyman sera d'accord avec ça. C'est que la défense et l'agressivité, c'est la première clé. La deuxième, c'est aussi la capacité à mettre du rythme et à épuiser l'adversaire de manière la plus rapide et La plus possible. efficace possible, ouais. Et alors après, pour moi, il y a un troisième secteur de jeu qui est clé pour les Françaises qu'on appelle les affamées, mais c'est la mêlée. Alors après, je suis pas une spécialiste de la mêlée, je pense que tu connais un petit peu plus que moi, Charlie. Mais je trouve que tu vois, sur le match contre le Pays de Galles, on a un petit peu pêché sur ce secteur de jeu, et on a aussi été un peu mis à mal, je me souviens, contre l'Angleterre, dans ce secteur de jeu. Après, on a des filles qui ont pour dire une première ligne qui a bien fonctionné avec un trio Traoré, Thomas, Joyeux. Mais voilà, je pense que c'est le troisième secteur de jeu qui est un atout pour les Françaises, mais qui peut, s'il n'est pas bien maîtrisé, peut vite nous mettre à mal. Et ça a été un petit peu le cas contre le Pays de Galles, où je pense qu'on a été trop pénalisé pour une équipe comme l'équipe de France. Ouais, c'est ce que j'avais remarqué aussi. Après, je te trouve un peu... Je suis peut-être un peu sévère. Ouais. Bah alors, surtout par rapport au match contre l'Angleterre, où moi j'avais quand même noté qu'à la fin, la mêlée française s'était bien rattrapée, bien réveillée. Peut-être que c'était le début et comme tu dis, la vitesse. Elles ont été pris quoi par l'envie des Anglaises. C'est possible, mais en tout cas sur la fin, je trouvais qu'elles s'étaient bien réveillées. C'est grâce à leur mêlée qu'elles sont quand même allées chercher le point de bonus défensif en fin de match. Donc je pense que quand tu nous avais parlé un peu de l'équipe, tu avais parlé des grosses, quoi, qui était un point fort de l'équipe de France depuis quelques années. Je pense pas qu'elles aient failli. Après, peut-être contre un adversaire plus faible, elles ont été moins dures. mais je te trouve un peu sévère sur ce secteur de jeu, quoi. Bon, bah tu vois, c'est pour ça. Je suis peut-être pas. C'est parce que tu mets les 3/4, ils restent derrière, ils regardent. Non, mais c'est qu'on a observé aussi un changement de première ligne, hein, entre l'Angleterre et l'Italie. Il y a il y a eu 2 changements au niveau des piliers, donc je pense qu'il y a aussi une certaine, je vais pas dire une sanction, mais je pense qu'il y a eu des remaniements qui ont été nécessaires. Alors, est-ce que c'était pour faire tourner les joueuses pour avoir un peu plus de temps de jeu contre une équipe dit plus faible? Probablement, je pense qu'il faudra voir l'équipe qui sera alignée contre l'Irlande, qui est on va dire le prochain gros adversaire de l'équipe de France. Oui, parce que j'allais te demander, on pourra peut-être jouer au jeu des pronos plus tard, mais l'équipe d'Écosse, elle se profile comment là pour Moi, je pense que l'Écosse, c'est un match qui aura, alors avec tout le respect pour cette équipe, mais qui aura peu d'enjeux. C'est dur, hein, c'est dur. Selon moi, non, mais c'est vrai, en fait, c'est ce qui est un petit peu dommage dans le Six Nations, c'est qu'il y a vraiment 3 équipes. Enfin, je veux dire, il y a 2 équipes qui vraiment sont d'une classe internationale, qui sont l'Angleterre et la France. Après, on a l'Italie et l'Irlande qui sont capables de sortir des très bonnes performances. Qui sont batailleuses. Ouais. Mais voilà, qui au niveau international n'ont pas autant de performances et de régularité, surtout sur les résultats, que ces 2 équipes-là. Et voilà, après, on a l'Écosse et le Pays de Galles qui sont vraiment des nations on va dire, de 3e niveau, si on peut le dire comme ça. Donc après, je pense qu'il faut faire attention une équipe comme l'Écosse, parce qu'il faut confirmer la bonne prestation qu'on a fait contre le Pays de Galles, être en mesure aussi de toujours rajouter ce rythme additionnel. Et je pense quand même que l'Écosse sera un plus gros adversaire que le Pays de Galles. Voilà, je pense qu'elles ont un peu plus de niveau de jeu, même malgré leur défaite. Donc du coup là vraiment il y a une montée crescendo, parce que du Pays de Galles qui était facile, on va dire, la prochaine, l'Écosse, c'est un peu plus dur, et c'est vraiment à la fin contre l'Irlande qu'on va savoir qu'on en aura le cœur net si on va chercher cette 2e place, quoi.
Oui, effectivement, les Françaises sont deuxième aujourd'hui au classement, l'Irlande troisième. Donc je pense que effectivement, ce sera sur ce dernier match qu'on jouera cette deuxième place et les Françaises, à mon avis, ne voudront pas finir troisième comme l'année dernière. Donc on va se chercher cette deuxième place si évidemment tous les matchs peuvent être joués parce que le classement risque d'être un peu chamboulé dans tout ce tournoi, hein, masculin comme féminin, avec cette coronavirus qui malheureusement, mais bon pour des raisons évidentes, nous fait reporter certains matchs. Je ne sais pas si c'est des reports qui deviendront annulations parce que je ne vois pas trop dans le calendrier international comment replacer des matchs, mais enfin bon, on n'est pas sûr que tous les matchs à venir pourront être joués. En tout cas, à la fin de cette troisième journée, on arrive avec un classement où la France, pour l'instant, garde cette deuxième place derrière l'Angleterre. Et devant l'Irlande, l'Italie et l'Écosse, qui manquent du coup des matchs dû à ce report, dont on en saura plus tard, dû au coronavirus, et le Pays de Galles qui boucle ce classement du tournoi féminin. Est-ce qu'on a vu un peu là, on a repassé en revue les matchs, tu nous as parlé de certaines joueuses qui sont illustrées, notamment tu as parlé du match contre l'Italie, où il y avait des trois quarts qui sont un peu illustrés, on a parlé des gros, mais sans citer personne. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des joueuses qui confirment leur statut de leader un peu dans cette équipe sur ces trois premiers matchs? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des joueuses qui ressortent un peu, des joueuses émergentes? Alors oui, je pense qu'on a vu des joueuses de très bonne qualité sur l'ensemble du tournoi. Moi, il y a vraiment... C'est difficile de toujours choisir des joueuses parce qu'il y en a, tout le monde a un Ouais, rôle tellement c'est un différent sport sur le terrain. collectif et bien sûr. Ouais. Mais voilà. Non, mais je pense que vraiment, il y a une charnière, en tout cas, qui nous fait énormément de bien. C'est-à-dire que l'alignement Sansu-Bourdon, c'est vraiment un duo assez incontestable aujourd'hui. Je vois pas qui pourrait les détrôner respectivement à leur poste. Et je trouve qu'elles ont elles arrivent à allier vitesse, technique et un peu de vista et d'audace que j'aime Ouais, bien complètement. sur, On en sur avait ces parlé, postes-là. mais ouais, la Sansu, c'est ça qui nous plaît. Exactement, et je trouve qu'avec avec Bourdon, vraiment, ça fonctionne très bien. Donc je pense que c'est vraiment les deux joueuses à suivre. Alors on met toujours la 9 et la 10 en avant généralement, mais c'est vrai Ah, que moi c'est des jamais. joueuses, c'est des joueuses, c'est des joueuses clés. Moi je trouve il y a une personne qui a eu un rôle très très important dans le match contre l'Italie, c'est Sophie Ndiaye qui est revenue comme capitaine. Euh, et qui a su, je pense, remettre les troupes un petit peu dans l'avancée, aussi bien sur le plan mental que sur le terrain, c'est-à-dire que elle lead évidemment par sa puissance physique, mais je pense qu'elle apporte beaucoup de confiance et d'assurance en fait à Ouais. l'équipe. C'est une Et vraie leader de caractère. Enfin, c'est-à-dire tout à que, fait. ouais. Mm. Mais je voulais t'en parler aussi de cette joueuse parce qu'il y a un truc qui m'intrigue. Évidemment, c'est une joueuse que j'ai découverte moi en 2014. On va peut-être Ouais. parler un peu tout à l'heure de comment le rugby féminin prend de plus en plus de place dans le paysage, en tout cas rugbystique français. Je l'avais découvert en 2014 et c'est vrai que déjà il y avait ces qualités de leadership, quoi, de meneuse. Elle a été élue entre-temps, il me semble, meilleure joueuse de l'année, je ne sais plus quelle année. Mais en tout cas, c'est une grande battante. Moi, ma Mm. grande question, c'est qu'est-ce qui l'a fait arriver en 4? Il y a du monde au poste de 8 qui est venu la bousculer, ou est-ce qu'elle est meilleure en deuxième ligne? Est-ce qu'elle a perdu un peu de déplacement sur le terrain? Donc effectivement, oui, Stafi, elle a permuté, on va dire, entre des différents postes, mais elle se fait un petit peu bousculer aujourd'hui par des joueuses qui sont plus mobiles, plus rapides qu'elle, et puis qui sont aussi un petit peu plus jeunes forcément. Notamment Romane Ménager, qu'on a vu s'illustrer déjà depuis plusieurs années. Un petit peu moins sur le tournoi de cette année, mais qui est une vraie 8, on va dire, très puissante, très mobile, très rapide, qui a une bonne passe aussi, qui est un petit peu partout. Et puis Gaëlle Hermé aussi, qui est la capitaine, du coup, qui s'est insérée au poste de 8 sur le dernier match contre le Pays de Galles, en remplacement justement de Romane Ménager. Donc voilà, donc on a aussi des joueuses qui sont devant, qui sont assez permutables pour certaines. Je pense que c'est bien. NDI, moi je la préfère en deuxième ligne. Je trouve elle manque un petit peu plus de vitesse par rapport à d'autres joueuses aujourd'hui, donc je trouve qu'en deuxième ligne, elle est bien, et associée à Forlani surtout, elle forme vraiment Ah, une deuxième ligne Forlani, qui est qui m'a très très plu. Ouais. efficace. Un repositionnement gagnant alors. Mais du coup, Tout à fait. on parle un peu des joueuses comme ça. Il y a, après la pardon, branlée Mm. donnée au Pays de Galles, il y a des médias gallois qui ont dit que oui, mais que c'était quand même un peu normal parce que l'équipe de France, elles sont toutes professionnelles et que de toute façon, voilà. On en est où en fait de ça? Est-ce que les joueuses ont un statut similaire aux joueurs du 15 de France ou est-ce qu'elles sont encore amatrices? Est-ce que les médias gallois ont menti?
Alors, ils n'ont pas menti, mais ils ont un petit peu exagéré. En fait, aujourd'hui, sur le rugby à 15 féminin en France, il y a 26 joueuses qui sont considérées comme semi-pro, c'est-à-dire elles ont un contrat avec la Fédération française de rugby qui leur permet d'aménager leurs horaires de travail avec leur temps d'entraînement. Donc, c'est une sorte de mi-temps en fait avec la Fédé. Mais on est encore loin des autres sports collectifs en France, comme le hand ou le foot, par exemple, où il y a des filles qui sont pro à 100%. Ce qui est aussi le cas des garçons, évidemment. Mais aujourd'hui, quand on est joueuse à 15, on ne vit pas exclusivement du rugby féminin. Donc ça, c'est quand même un point important. Ce qui est le cas, pour le coup, en Angleterre et en Nouvelle-Zélande, où il y a une trentaine de joueuses qui sont considérées comme professionnelles. Donc aujourd'hui, c'est un statut semi-pro. Et par exemple, on a des joueuses comme Laure Sansu, qui ne figure pas dans cette liste à date. Donc la liste, il y a pas mal de discussions en ce moment pour qu'elle soit étendue, revue, etc. Et ça change chaque année, mais aujourd'hui, il n'y a que 26 joueuses qui ont ce statut-là de semi-pro. Par contre, à 7, alors on y reviendra peut-être après, mais à 7, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'il y a 23 joueuses qui sont sous contrat fédéral et qui sont, elles, considérées comme pro. Donc, elles alternent entre les tournois, les entraînements en marcoussis et parfois un petit peu de temps en club quand elles n'ont pas de tournois internationaux, mais ça reste très, très rare. D'accord, la priorité à l'équipe de France, quoi, du coup. Oui, tout à fait. Mais alors c'est marrant parce que tu me parles du rugby à 7, qui est donc du coup plus pro, enfin plus avancé dans la professionnalisation que le rugby à 15. Et c'est marrant parce qu'on pensait que la devanture un peu du 15 de France, du rugby français, c'est le 15 de France. Et là apparemment tu sembles me dire que c'est via le rugby à 7 que la professionnalisation arrive dans le rugby féminin. Tiens, oui et non, une réponse mélangée. Alors mais... oui et non. Oui et non. Non, en fait, le 15 et le 7, c'est marrant parce qu'on a toujours tendance un peu à les comparer. opposer, à les comparer, mais c'est vraiment deux disciplines très différentes et à la fois très complémentaires. Par exemple, il y a des filles qui étaient sous contrat avec l'équipe de France à 7, par exemple Jessie Trémoulière, qui aujourd'hui est sous contrat à 15. Donc en fait, il y a aussi des permutations, des passerelles entre les deux, et je pense que l'objectif de la Fédé aujourd'hui, avec le 7 notamment, c'est d'avoir des filles qui sont pros parce qu'en fait, le rythme des tournois, le rythme d'entraînement demande un tel temps qu'il est difficile en fait de ne pas imaginer ces filles évoluer toute l'année ensemble. En fait, elles ont évidemment des c'est de trop prépa prenant physique. pour être fait en semi-pro, c'est Exactement, exactement. Surtout qu'il n'y a pas de 15, il y a pas de 7 à l'année en fait en club. Donc si elles jouent en club, elles jouent forcément à 15. Donc la discipline, enfin, on travaille pas du tout les mêmes choses en fait. Alors que le 15, les filles, effectivement, elles sont semi-pro, donc elles jouent, elles évoluent en fait dans leur club quand elles ne sont pas avec le 15 de France. Ça leur permet quand même de conserver, on va dire, un certain niveau de jeu et dans ce rugby à 15. Donc c'est un petit peu différent. Mais par exemple, en Angleterre, les joueuses pro aujourd'hui, elles s'entraînent 3 fois dans la semaine. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai gap par rapport à la France. Et je pense que, on va dire, à l'aube de la Coupe du Monde en 2021 qui sera en Nouvelle-Zélande, c'est important de pas trop s'éloigner de ces nations comme l'Angleterre ou la Nouvelle-Zélande qui peuvent très rapidement nous devancer parce qu'elles s'entraînent plus souvent ensemble, parce que elles ont plus d'automatisme. Donc voilà, donc pour revenir vers ta question qui était est-ce que le 7 va être un peu l'avenir de la professionnalisation du rugby féminin en général, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment parce que c'est très différentes. Très séparé. Avec des joueuses qui sont en mesure aussi de permuter entre l'un et l'autre. Par exemple, Caroline Drouin, qu'on avait vue en équipe de France, notamment contre la Nouvelle-Zélande en 2018, cette fameuse magnifique victoire contre les Néo-Z en terre grenobloise. C'est des joueuses qui évoluent à 7, mais qui parfois, voilà, en fonction des périodes, peuvent apparaître dans le 15 de France. Donc l'objectif, je pense, de la Fédé, c'est vraiment de créer un pool de joueuses, certaines qui ont des profils à 7, d'autres qui sont uniquement à 15, mais qui peuvent être interchangées à certains moments. Qui peuvent permuter éventuellement selon les besoins de la Fédé, quoi. Tout à fait. Ok, d'accord, mais ça concerne. C'est assez amusant en fait qu'il y ait une telle scission en fait entre les différents rugby. Mais est-ce qu'il y a une scission qui est un peu similaire entre le rugby amateur et du coup semi-pro? Ça se passe comment? Par exemple, toi, tu me dis que tu as commencé en universitaire, mais tu joues en club maintenant, donc au Stade Français, qui est un grand club. Ça se passe comment le rugby féminin à ce niveau-là en fait pour des joueuses comme toi par exemple qui sont pas semi-pro? Alors, nous, on est 100% amateurs. Tout ce qui est
100%, mais il y a des joueuses des Pink Rockets qui jouent en équipe de France, il me semble. Exactement, mais elles sont pro via leur contrat avec l'équipe de France et pas via leur club. D'accord, d'accord, les clubs, d'accord. Voilà, donc en fait, elles ont un contrat vraiment de travail, une sorte de contrat de travail avec la fédération, mais pas avec le club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun club pro en France. Il y a certains clubs comme les plus gros, hein, ceux qui génèrent le plus de revenus, voilà, Montpellier, Toulouse, qui offrent des primes de match à leurs joueuses. Donc, qui sont des primes de match qui peuvent varier, hein, qui sont plus ou moins importantes. Nous, au Stade Français, on a aussi des primes de match, mais qui sont honnêtement, c'est du dédommagement de frais de transport, quoi. Trop classe. C'est du dédommagement de primes de transport. Non, mais c'est comme dans le rugby fédéral chez les garçons. C'est ce que j'allais dire, ouais, tout ce dont tu me parles, le côté les contrats semi-pro aussi et tout, ça fait beaucoup penser à la fédérale, en fait. Tout à fait. En rugby masculin. C'est ça. Et donc, non, aujourd'hui, nous, en club, par exemple, au Pink Rockets, on a quelques avantages. Dans le sens, on a des primes, mais qui sont vraiment très, très faibles par rapport à d'autres clubs. Oui, c'est du défraiement, quoi. Voilà, c'est presque du défraiement. Donc, c'est une pratique 100% amatrice. Et comme aime le répéter, nous, on a notre directeur sportif qui est fortement impliqué forcément dans le développement du rugby féminin. On est en fait des joueuses de haut niveau, mais qui jouent à un niveau amateur. C'est-à-dire qu'ils exigent de nous une qualité de joueuse de haut niveau. Oui. Avec 4 entraînements par semaine, de la discipline sur la nutrition, sur l'entraînement, la préparation physique, etc. Mais... Sans offrir les infrastructures et le contour qui permettraient d'atteindre ce niveau. Bon, alors, pour le coup, je parle pour mon cas au Stade Français, hein, mais on bénéficie quand même d'un très beau club, c'est-à-dire que parfois on a la chance de s'entraîner à Jean-Bouin, on a un staff quand même qui est très qualifié, on a 2 prépas physiques, on a 2 équipes et chaque équipe a 2 coachs, donc voilà, on est quand même bien encadré, mais le Stade Français, il y a encore 4-5 ans, évoluait uniquement en Fédéral 2, donc voilà, l'élite est aujourd'hui assez, on va dire, il y a des équipes qui sont presque qui tendent vers le professionnel, comme le Stade Toulousain, Blagnac un petit peu, et Montpellier, même Lille, qui était très performant. Et on a après des clubs un petit peu de seconde zone qui fournissent de très très bonnes joueuses, mais qui n'ont pas autant de bénéfices, en tout cas financiers, à offrir à leurs joueuses, quoi. Si j'ai bien compris, il y a une expansion globale du rugby féminin, mais tous les clubs ne vont pas au même rythme. Il y en a un peu plus lent que les autres, c'est ça? Oui, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que la volonté du club à mettre en avant la pratique féminine est toujours un petit peu différente en fonction des régions, des enjeux des clubs. Après, au niveau fédéral, je pense qu'on assiste quand même à un vrai changement depuis 2016, depuis l'arrivée de Bernard Laporte à la tête de la fédération. Je ne sais pas si tu te souviens, mais avant la Coupe du Monde féminine en France, donc avant 2014, Pierre Camus s'était pavané de dire que le rugby féminin, c'était ni du rugby et c'était ni féminin. Donc ça a vraiment marqué les esprits. Je pense que ça a touché beaucoup de filles. Qui en font évidemment. Si c'est venu à mes oreilles de non, enfin c'était 2014, j'avais pas encore découvert le rugby féminin, c'est que ça a eu une grosse portée, quoi. C'est assez violent comme phrase. C'était assez choquant même de la part d'un président qui allait accueillir la Coupe du Monde en France. Oui, c'est ça, surtout que exactement, complètement. Mais effectivement, depuis 2014, il y a un vrai boost en France sur la pratique féminine. Il y a une volonté fédérale de la mettre en avant, quoi. C'est ça? Non, mais depuis 2014. On a doublé le nombre de licenciés. Donc aujourd'hui, il y a un peu plus de 20 000 licenciés en France. Et l'objectif, c'est qu'en 2025, on arrive à 30 000 licenciés. Donc l'objectif, c'est aussi de féminiser un peu plus les institutions du rugby français. Bernard Laporte a annoncé un objectif de 25% de dirigeants féminines à tous les niveaux décisionnels. Donc ça, c'est aussi des mesures qui sont importantes parce que la représentativité et la possibilité de faire du rugby, elle n'est pas forcément uniquement dans sa pratique, mais elle est aussi dans sa structure, dans les entraîneurs, Oui, parce que c'est marrant, mais tout à l'heure, quand tu nous disais... Excuse-moi, je t'interromps, parce que ça me fait rire ce que tu dis au niveau de la représentativité, parce que quand tu mentionnais ton arrivée au rugby, tu disais que tu étais baigné dans le rugby, mais sans penser y arriver, sans penser à y jouer. Donc c'est assez drôle, et c'est une question de représentativité, vu que tu avais plein de mecs autour de toi qui y jouaient, quoi. Ouais, donc c'est bizarre que tu n'aies pas eu envie c'est exactement ça. Ça m'a surpris, moi. Ouais, non, mais c'est exactement ça, parce qu'en fait, j'avais jamais vu une femme faire du rugby. Très concrètement, pour moi, c'est
pour ça que j'ai dit, j'adore ce sport parce que j'aimais bien le regarder, mais jamais j'en ferais parce que je ne m'imaginais pas forcément une fille faire du rugby. Donc aujourd'hui, tu vois, je pense que c'est très générationnel dans le sens où moi, j'approche bientôt à la trentaine malheureusement, mais il y a des filles aujourd'hui notamment celles qui évoluent en équipe de France, ce sont des filles qui sont nées avec un ballon ovale dans les mains, comme on aime le dire, qui puent le rugby, quoi. Elles ont commencé à 6 ans en école de rugby avec les garçons. Et qui ont vu peut-être des femmes jouer au rugby, elles, pour le coup. Et qui, à 14-15 ans, elles ont dû basculer dans des équipes 100% féminines parce que à cet âge-là, les différences physiques existent, il faut le dire. C'est pas grave de le dire. Mais... Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de filles, tu vois, en équipe de France, je crois que la moyenne d'âge est de 24 ou 25 ans. Donc c'est des filles qui sont nées déjà avec le rugby en elles dès leur plus jeune âge, alors qu'avant, sur des profils, par exemple Lénaïque Corson, qui reste une des cadors du 15 de France, elle était heptathlète jusqu'à ses 20 ans et elle a touché un ballon de rugby quand elle était à Rennes à partir de ce moment-là. Donc c'est une pratique très tardive, on va dire. Donc ça, c'est aussi un vrai switch générationnel où aujourd'hui, on a des filles, même dans les U18, les U20, des filles qui sont nées dans le rugby, qui baignent dedans depuis toujours. Et ça élève forcément le niveau de jeu parce qu'on a des filles plus techniques, qui maîtrisent tous les secteurs de jeu et qui sont en mesure de plus vite progresser aussi par rapport au niveau international. Ouais, je pense que c'est un sujet passionnant, enfin vraiment cette idée de représentativité et le fait que le rugby féminin explose. Est-ce que c'est dû à l'investissement fédéral dont tu parlais? Est-ce que c'est dû, comme tu dis, à des questions générationnelles aussi? Je pense que c'est un super sujet. J'aimerais vraiment beaucoup qu'on y revienne plus longuement dans peut-être des prochaines émissions à venir. On va voir. Mais en tout cas, je suis ravi d'avoir parcouru un peu, même rapidement, un peu le paysage rugbystique féminin français comme ça avec toi. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire plus souvent. Bah oui, j'espère aussi, parce qu'effectivement, il y a encore plein de choses à dire. Notamment sur la sociologie, je pense, du rugby féminin, il y a plein de choses à dire. ça peut partir loin, mais les premières choses qu'on aura à dire déjà, c'est ce qu'on va apprendre de ce match contre l'Écosse qui se profile la semaine prochaine. On a hâte de le voir et on a hâte de se retrouver tous les deux pour le débriefer. Yes, j'ai hâte aussi de reparler de tout ça avec toi. C'était cool de passer un moment avec toi, Alban. Merci les gars, franchement ça m'a fait plaisir de vous entendre parler du rugby en général et rugby féminin en particulier. Est-ce que vous serez potentiellement intéressé de faire votre propre podcast sur ce sujet, le rugby féminin? Je pense que ça mérite une vraie rubrique dédiée, hein. Je pense qu'il y a la place pour parler de ce sujet qui intéresse, je pense, de nombreuses personnes et pas uniquement des filles. Le rugby féminin tend à plaire aussi aux hommes, malgré ce qu'on peut en penser, mais je pense qu'il y a une vraie base d'auditeurs et d'auditrices qui seraient vraiment très, très partants pour écouter ce genre de podcast. Donc allons-y. Oui, moi en tant que curieux des deux, hein, puisque dans ce petit duo, j'en apprends beaucoup de l'expertise d'Alban. Ma curiosité, c'est vrai qu'elle trouve peu de vecteurs. C'est-à-dire qu'on n'en entend pas peu parler. Dans les journaux, il n'y a pas trop de trucs dédiés. Et c'est vrai que je pense qu'un podcast dédié à ce sujet, ce serait pas mal. Mais en tout cas, c'est très sympa d'échanger là-dessus avec Alban. Ouais. Donc, si vous avez envie d'avoir un podcast dévoué à ce sujet, à votre sport, à le rugby féminin, vraiment, faites-vous entendre. Ouais, n'hésitez pas, surtout, écrivez-nous par email ou sur Instagram, Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Nous sommes présents et nous essaierons de prendre en compte toutes vos demandes. Dans tous les cas, on aura quand même notre rubrique rugby féminin la semaine prochaine parce que les femmes aussi seront à l'Écosse. Revenez la semaine prochaine pour notre prochaine pack de potes. Allez les gars, bonne semaine à vous. Ciao les gars. Ou les gaz. Zut, comment on dit? Ciao Alban. Ouais, ciao les gars, à très vite.